de tomber jeune comme je l'ai fait dans l'industrie du plastique, on comprend ce que l'on dit souvent, le plastique c'est fantastique. Une fois qu'on connaît le plastique, une fois qu'on connaît ses propriétés, une fois qu'on connaît tous les bénéfices qu'en retire la société, on est absolument convaincu du bien-être que cela apporte, de cette amélioration de la vie quotidienne. Ensuite, c'est un choix extrêmement responsable puisque si le plastique n'avait pas été inventé et utilisé comme il est utilisé aujourd'hui depuis les années 50, eh bien, la planète n'aurait plus de forêt, n'aurait plus de mines de fer, etc. Et on ne pourrait pas vivre comme on vit aujourd'hui. On revient juste d'une virée dans le désert, d'un cimetière pour avions. On a eu ce Cessna pour quelques centaines de dollars. Il lui manque les ailes, le moteur, il ne reste presque rien par le fuselage, mais c'est idéal car c'est léger. Les portes sont intactes, les hublots sont intacts, étanches, enfin on va les rendre étanches. Marcus Eriksen est un farouche militant anti-plastique. Il pagaie depuis 15 ans sur les rivières américaines. Et il voit la pollution qui augmente, qui augmente. Un jour, Marcus a fait un rêve, que la Terre entière s'empare de la question. Il espère mobiliser la planète en voguant dans une vieille carlingue posée sur 15 000 bouteilles de plastique. Avec l'énergie de ceux qui veulent changer le monde, il part pour un périple aléatoire. 4000 kilomètres en plein océan. Alors voilà, plus de 1000 personnes, des écoliers de tout le pays, depuis Chicago. Ils nous ont envoyé des messages concernant l'océan et le plastique. On va les emporter, traverser l'océan avec et les partager avec les responsables politiques pour qu'ils fassent quelque chose. C'est notre bouteille à la mer. Première victime du plastique dans les océans, les animaux. Le Centre des mammifères marins est l'une des plus grandes organisations de ce type au monde. Depuis 35 ans, un millier de volontaires scrutent les plages et les eaux de toute la côte californienne et viennent au secours des animaux dénutris ou malades. Au fil des ans, ils ont dû s'adapter, apprendre à traiter de nouvelles blessures. C'est un fait, on voit de plus en plus d'animaux étranglés. On a par exemple retrouvé cette ligne de pêche attachée à un hameçon. On l'a sortie de l'estomac d'un éléphant de mer. Cette ceinture noire épaisse était autour du cou d'une otarie. Voici des fils qui étranglaient une autre otarie. Ils étaient même coincés dans la bouche. Et nous avons eu aussi des liens pour attacher les ballons qui étranglaient une otarie à fourrure. C'est une espèce en danger. Alors oui, ça nous inquiète beaucoup. Dérive des filets perdus qui pêchent encore. La moitié des espèces d'otaries et de phoques sont touchées par les étranglements. « 80 espèces de baleines ont déjà été victimes du plastique. Le plastique, qui peut mutiler, tuer et aussi étouffer. Si les volontaires du Centre des mammifères marins arrivent à sauver quelques dizaines de ces animaux chaque année, la majorité reste inaccessible. Vous le voyez, la blessure est très profonde. Le plus gros problème, c'est que cet animal, mâle ou femelle, va encore grandir, mais pas ce qu'il a autour du cou. Au bout d'un moment, ça va finir par l'étrangler ou alors l'empêcher de manger. 4 plastiques sur 5 retrouvés en mer proviennent de ce que nous jetons à terre. En voici les premières victimes collatérales.
300 espèces d'animaux marins ont déjà été pris au piège du plastique. Il y a une vingtaine d'années, Jan van Vraneker, un spécialiste hollandais des oiseaux marins, conduit une étude sur les fulmars, une espèce commune d'Europe du Nord. Il cherche à connaître leur régime alimentaire. Une enquête somme toute basique. Je me suis intéressé au plastique présent dans le ventre des fulmars, plus ou moins par accident, parce qu'au début des années 80, j'en ai trouvé beaucoup dans leur estomac. Il y avait aussi des choses que je ne reconnaissais pas. J'ai découvert par la suite que c'était des billes industrielles de plastique. La première fois que j'ai réalisé qu'il y avait ça dans leur ventre, j'ai vraiment été stupéfait. Jan alerte ses collègues en Europe. Il est déterminé à savoir combien de fulmars sont concernés. Il reçoit 3000 oiseaux, échoués sur les plages de 8 pays, puis les analyse. Voici un bout de fil en nylon, ce petit truc vert, un morceau de sac plastique humide et sale. Il y a du papier d'aluminium. 95% de ces volatiles sont des poubelles volantes. Il y a au moins 7 billes industrielles de plastique. Alors voici la quantité moyenne de plastique contenue dans l'estomac d'un fulmar en mer du Nord. Si vous transposez cette dose à l'homme, voilà ce que ça donnerait dans votre ventre. Ce n'est même pas la peine de discuter des conséquences. Tout le monde comprend que ce n'est pas sain. Selon les Nations Unies, le plastique a déjà constitué le menu de la moitié des espèces d'oiseaux marins. Sans le plastique, le développement durable ne serait pas possible. Si les matières plastiques n'existaient pas, on aurait depuis longtemps épuisé les ressources naturelles de la planète. Par exemple, dans l'emballage, s'il fallait remplacer le plastique par d'autres matériaux, eh bien l'emballage, le poids de l'emballage serait multiplié par 4, son coût serait multiplié par 2, et les déchets produits d'emballage seraient multipliés par 1,6. Nos déchets à la dérive. Sur leurs milliers de bouteilles plastiques qui prennent l'eau parfois, Marcus et son ami Joe voguent au milieu du Pacifique. Marcus a d'ores et déjà réussi son pari. Son aventure est suivie sur Internet par des centaines de milliers de personnes. On peut peut-être influencer les politiques publiques afin de réduire l'utilisation de ces produits synthétiques que nous utilisons pour des avantages à court terme. Mais on se rend compte maintenant qu'ils polluent notre monde. Vraiment, je le ressens. Tout cela aura des conséquences sur la prochaine génération. Mes enfants le sentiront. Alors je me sens comme obligé de faire quelque chose. C'est une obligation. Sachant que quelque chose ne tourne pas rond, on ne peut pas ne rien faire, sinon on est complice. Dans les années 1920, un lord anglais a eu une idée saugrenue et pourtant visionnaire. Il a choisi des navires qui prenaient des routes commerciales au nord de l'Europe, toujours les mêmes. Puis, il a équipé ses bateaux de drôles d'engins. Chaque mois depuis lors, les navires traînent ces enregistreurs. Ce sont des machines à remonter le temps. Elles sont conservées comme des trésors.
Ces enregistreurs renferment des cassettes précieuses où l'on peut lire l'histoire de l'évolution du plancton dans la Manche et dans l'Atlantique Nord. 170 000 échantillons récoltés. Du plancton emprisonné sur 8 millions de kilomètres. Une toile d'araignée tissée sur 100 ans. Ces appareils ont permis d'apporter des preuves inattendues et précieuses à la science. En fait, on s'est dit, si ces machines attrapent du plancton, peut-être qu'elles attrapent aussi des petits morceaux de plastique. Alors on a regardé dans des échantillons anciens et on a analysé ceux des années 60, 70, 80 et 90 et on a comparé l'abondance du plastique selon les époques. Et c'est là que nous avons constaté une augmentation très importante. Ce biologiste britannique a ainsi démontré la contamination croissante de la Manche et de l'Atlantique. Car le plastique ne se dégrade jamais dans l'environnement. Il se décompose juste au fil du temps. Même si on arrêtait de produire du plastique demain, ce que je ne conseille pas, car je pense que le plastique apporte beaucoup de bénéfices à la société. Mais même si on le faisait, l'héritage de ce que nous avons déjà produit, la fragmentation de ces plastiques continuerait pour les siècles à venir. Entiers ou en miettes, tous les plastiques qui ont un jour atteint les mers et les océans y sont encore. Marcus entend le faire savoir. Après un périple aventureux de 3 mois, après avoir essuyé plusieurs tempêtes, il arrive à Hawaï sur son radeau fait de briques et de broc. Il n'en fallait pas plus pour faire de Marcus un héros des temps modernes. Son combat commence à être entendu. Il y a une tendance claire, la quantité de plastique augmente de façon exponentielle. Le but de ce radeau est d'en faire prendre conscience au monde entier. On doit parler des solutions. Qu'est-ce qu'on fait de ce problème ? Pendant que Marcus tente de mobiliser le public, à l'autre bout de la planète, plus discrètement, Richard Thompson continue de récolter les preuves scientifiques de la contamination du milieu marin par le plastique. Ces plastiques proviennent de la fragmentation de gros objets. Mais je me suis demandé, quel est le plus petit bout de plastique sur cette plage? C'est le défi que j'ai lancé à 2 de mes étudiants il y a plus de 10 ans. Richard a réussi son pari. Il a trouvé des fragments de plastique de l'ordre du micron, plus fins qu'un cheveu humain. Mais surtout, il en a découvert en grande quantité. De toutes les pièces un peu bizarres que nous avons récoltées sur la plage, on a trouvé qu'un tiers d'entre elles était en fait du plastique. Peut-être le résultat d'un rivage isolé de Plymouth, s'est-il dit. Il a alors analysé le sable de 10 autres plages britanniques, celui encore d'une 20aine à l'étranger. Puis il a répertorié toutes les études de ce type dans le monde. On en a trouvé partout où on a cherché. Et c'est ce qui m'a surpris, cette omniprésence. On savait déjà que les gros débris recouvraient la surface des océans et les fonds marins. Mais le fait que les plages du monde entier soient maintenant contaminées avec des tout petits fragments de plastique, ça c'est étonnant. Je ne m'attendais pas à retrouver des bouts microscopiques dans les endroits les plus isolés. Mais même là-bas, il y en a. Le plastique pollue. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui
qui moi, me sidère quand l'on puisse penser ça, c'est par ignorance, quand on sait tous les avantages que le matière plastique procure en termes de légèreté, d'économie de pétrole, d'économie de CO2. 100 kg de moins sur une voiture, c'est 0,3 litres de carburant de moins aux 100 km. Ignorance ou prise de conscience? Il est un homme que les déchets révoltent, Charles Moore. Ce capitaine ne supporte plus de voir les océans servir de poubelle. Il traque les fuites de plastique dès leur origine. Avant de devenir bouteille, sac ou ballon, le plastique naît du pétrole en petites billes. Ce ne sont que des billes de plastique. Elles sortent de ces valves ici, elles sortent de là, elles se répandent sur le sol, et après des années, des millions, des millions et des millions. On les appelle les larmes des sirènes. Sans avoir jamais servi, ces billes courent déjà vers l'eau. Cette entreprise en libère des millions à chaque fois qu'il pleut. C'est une décharge illégale de billes de plastique. Cette boîte fabrique des sacs plastiques, ce sont des billes de polyéthylène. Elles flottent dans l'eau douce. Ces billes qui proviennent des wagons, elles ont été drainées par la pluie jusque dans le caniveau qui mène à la rivière. Ces millions de billes plastiques entrent dans les océans par ces petits trous, juste ici. Vous pouvez en voir de chaque côté. On a trouvé 236 millions de billes en seulement 3 jours de prélèvement sur les rivières du coin. Des rivières qui vont jusqu'à l'océan, juste en 3 jours. Les déchets plastiques révoltent le capitaine Charles Moore, car lui aussi le sait depuis longtemps. Ils ne disparaissent jamais. Le cours de la vie du capitaine change il y a 12 ans, quand il emprunte une route maritime peu fréquentée du Pacifique. Chaque fois que je prenais le temps d'observer l'océan, je voyais des morceaux de plastique. J'en étais même arrivé à parier avec moi-même. Je me disais, allez maintenant, je sors, je regarde l'océan et je ne vois rien. Mais je perdais toujours le pari. Il y avait toujours quelque chose. Et c'est là que petit à petit, je me suis dit que ce n'était pas normal. Intrigué par tous ces bouts de plastique partout en surface, Charles Moore prend la décision de lancer quelques filets dans l'océan pour prendre la mesure du problème. Ça a été un gros choc, une surprise énorme. On a été choqués quand on a remonté le filet pour la première fois. On est tombés des nues. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? À chaque fois que l'on lançait le filet, on remontait des débris de plastique. Salut, c'est le docteur Marcus, juste au-dessus de l'océan, au milieu de nulle part, à la recherche du plastique, et il y en a plein. Le capitaine Charles Moore monte alors une fondation, Algalita. Marcus, l'activiste, le rejoint, ainsi que toute une équipe. Ils obtiennent des bourses du gouvernement pour étudier cette zone. Depuis, ils filtrent l'océan. Un bouchon de bouteille. Voici le résultat de 7 heures de chalutage de l'océan avec un chalut aussi large qu'une tondeuse à gazon. C'est une zone extrêmement réduite, l'équivalent d'un cheveu humain de 2 cm sur un terrain entier de football. L'océan est si vaste et tant de plastique sur une si petite bande. Grâce à ces prélèvements, le capitaine Moore a déclenché un branle-bas de combat planétaire. Il a découvert, puis révélé au monde entier l'existence du trash vortex, le tourbillon d'ordures. Les déchets terrestres du continent américain arrivent dans ce tourbillon en étant aspirés par les courants du Pacifique Nord. Ils rejoignent les détritus en provenance d'Asie. Certaines îles et plages d'Hawaï reçoivent de plein fouet cette masse de plastique.
L'archipel est victime des rejets de l'ensemble des pays qui bordent le Pacifique. On a commencé à nettoyer cette partie de côte en 2003. Et depuis cette date, on a ramassé plus de 90 tonnes de débris, juste sur ces quelques kilomètres. Les déchets prennent le chemin des grands courants océaniques. Ils circulent pendant au moins 10 ans, avant d'atteindre une zone centrale d'une superficie encore inconnue. Ils s'y concentrent alors et y stagnent. Charles Moore s'est entouré d'une équipe de scientifiques qui a mis en place un protocole et étudie les échantillons ramenés à terre. Expédition après expédition, l'étendue du problème se révèle. Sur 671 poissons collectés de 6 espèces différentes, plus de 35% avaient au moins un bout de plastique dans l'estomac. La raison pour laquelle c'est très important, en dehors du fait que certaines personnes pensent que ces poissons sont très laids et que moi je les trouve adorables, c'est surtout qu'ils représentent la source principale d'alimentation d'animaux comme le thon, les dorades, les saumons. Les gens ne mangent pas ces petits poissons-là, mais ils mangent les poissons qui s'en nourrissent. Alors ça soulève un tas de nouvelles questions. Est-ce que cela aura un impact sur l'homme au bout de la chaîne alimentaire ? Là, au cœur même du trash vortex, aussi loin que possible de toute terre habitée, Charles Moore et son équipe ont découvert que même les vies les plus simples se débattaient dans nos déchets. Des méduses sont empêtrées, elles n'arrivent plus à nager. Le zooplancton, la base même de toute la chaîne alimentaire des océans, est touché. Ces êtres vivants ingèrent des micro-bouts de plastique qui stagnent dans leur organisme. Ils sont comme incrustés dans leur corps. Une vie microscopique, mais une vie qui bat et se débat déjà, de jour en jour, plus engluée encore dans nos déchets. Le plus choquant pour moi, c'était que tous les échantillons que nous avons récoltés, qu'ils proviennent de la surface de 10 mètres de profondeur, 30 mètres et même 100 mètres, tous les échantillons avaient du plastique. Par rapport aux échantillons de 99, où nous avions trouvé 6 fois plus de plastique que de plancton, en 2008, nous avons trouvé un ratio de 46 pour 1. C'est 8 fois plus de plastique dans l'environnement. On avait prévu tout cela. Et maintenant on le voit, c'est devenu réalité. C'est choquant. C'est toujours choquant même si on savait que ça allait arriver. La soupe de plastique du Pacifique Nord. Les scientifiques l'ont démontré. Il n'existe plus un endroit vierge sur la planète. Chaque kilomètre carré d'océan contient aujourd'hui des dizaines de milliers de morceaux de plastique. Les mers n'arrivent pas à digérer notre consommation. 100 kilos par an et par habitant. Il faut savoir que plus nous évoluerons et plus le niveau de vie augmente dans un pays, plus la consommation de plastique augmente. Tout simplement parce que 54% des produits qui sont des produits alimentaires sont emballés dans du plastique. On met de moins en moins de temps à préparer les repas. On achète de plus en plus des plats préparés. Ces plats préparés sont plus conditionnés que les produits qu'on achète sur le marché. C'est l'évolution normale de la société. Dans les 10 premières années de notre siècle, depuis l'an 2000, nous avons produit autant de plastique que lors du siècle dernier. Nous utilisons 265 millions de tonnes de plastique par an dans le monde. À peu près un tiers pour des produits que nous n'utilisons qu'une seule fois, l'emballage par exemple. On le sait très bien,
C'est un matériau qui persiste très longtemps dans l'environnement marin. Et pourtant, on l'utilise et on le jette. Nos plastiques dans les océans. Le résultat de notre laisser-aller ou d'une prise en charge globale qui laisse à désirer? Que deviennent nos plastiques une fois jetés? Voici l'une des plus grandes décharges des États-Unis. La décharge de Puente Hill est au service de la moitié du comté de Los Angeles, c'est-à-dire 77 villes et 5,2 millions d'habitants. Nous traitons 13 200 tonnes de déchets par jour. Si vous prenez un terrain de football d'un bout à l'autre et que vous le remplissez de déchets sur 3 mètres de haut, c'est la quantité de déchets que nous recevons ici chaque jour. Aux États-Unis et en Europe, la moitié au moins des plastiques que nous jetons est enterrée. Des milliards de bouteilles et de sacs finissent dans ce type de décharge chaque année. Les deux continents réunis ont ainsi enfoui 45 millions de tonnes de plastique en 2007. La consommation explose, l'infrastructure ne suit pas. Seuls 5% du plastique dans le monde est recyclé. Et l'Occident, principal consommateur, ne s'est même pas doté des moyens de traiter cette quantité. Port de Chennai, en Inde. Une partie de notre tri sélectif débarque ici, par containers entiers. Cachés des regards européens, nos déchets sont traités derrière ces portes, d'habitude closes. Alors on décharge les containers, puis le matériel est stocké dans cet endroit. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a toutes sortes de plastiques qui viennent de tous les endroits. Certains viennent d'Allemagne, d'autres de France, d'Amérique ou du Moyen-Orient. C'est grâce à cet homme, Sunil, que nous avons pu entrer dans Futura, la plus grosse entreprise de recyclage de bouteilles plastiques en Inde. Sunil est courtier. Il achète le contenu de nos poubelles jaunes et les revend ici, où elles sont traitées par une main-d'œuvre moins chère. Le business de Sunil marche bien. Les exportations de plastique augmentent de 30% par an. En 2007, la France a ainsi envoyé plus de 700 000 tonnes de plastique à l'étranger. Comme vous le voyez, ces plastiques viennent de France. Si vous regardez les étiquettes, vous reconnaîtrez sûrement les bouteilles que vous avez peut-être utilisées et jetées à la poubelle. Elles sont arrivées ici et elles seront recyclées en bouteilles, encore, ou en d'autres produits utilisables à nouveau. La moitié du plastique recyclé par Futura vient des pays occidentaux, tout à fait légalement. Et en nous montrant comment ils traitent bien nos déchets, ils espèrent que les consommateurs européens leur en fourniront davantage. Le message pour les clients européens, pour les foyers européens, pour les hommes et les femmes d'Europe est simple et direct. Futura Polyesters est fier de vous aider à garder votre environnement propre et agréable à vivre. Nous collectons les bouteilles que vous jetez à la poubelle, puis nous les transformons en produits que vous utilisez tous les jours. Peut-être est-ce une chemise, un t-shirt, des habits de marque ou des bouteilles pour boire de l'eau ou des jus. On essaye d'avoir zéro déchet, autant que possible. On fait en sorte que le plastique n'entre pas chez nous et ne finisse pas dans nos poubelles. Marcus et Anna, eux, ont choisi une solution radicale.
Quand on va acheter des choses au supermarché comme le pain, il est souvent emballé sous plastique. Nous, on préfère aller chez le boulanger. Maintenant, on fait des sacs à partir de vieux t-shirts. On les récupère dans des écoles, dans des magasins de charité, quand les gens jettent leurs habits. Comme ça, on n'utilise pas de sacs plastiques. Et bien sûr, on n'achète jamais de bouteilles d'eau. Chaque fois qu'on veut de l'eau, on apporte ça, on la remplit au robinet, on emporte ça partout. On développe des habitudes et après on n'y pense plus. Avant d'aller au marché, j'attrape mon sac. Même les déchets organiques ne finissent plus dans des sacs plastiques. Ils sont mangés. Venez, je vais vous montrer les vers. Jetez un œil là-dessous. Attention qu'ils ne tombent pas. Vous voyez? On leur donne des échalotes, de l'ail. C'est notre poubelle de recyclage, on essaie de ne rien jeter. Et si on achète quelque chose, on essaie de faire en sorte que l'emballage soit recyclable. Le concept des déchets est une invention des hommes. Les déchets, ça ne devrait pas exister. Il faut recycler, faire attention à nos achats et avoir bien en tête que tout ce qu'on achète doit bien finir quelque part. Zéro plastique chez soi, c'est zéro plastique dans les décharges et à l'étranger. C'est zéro plastique dans l'océan. Telle est l'équation de Marcus et Anna. Infatigables, les voici repartis pour une nouvelle aventure. Ils relient Vancouver à Tijuana. 3200 km en pédalant pour convaincre tous ceux qu'ils croisent sur leur route. D'après eux, le plastique est un problème en soi qu'il faut résoudre et éradiquer à la source. Plus on s'occupera de nos déchets, moins ils se retrouveront dans la nature, moins ils seront dans la nature, moins on les retrouvera dans l'océan. Et donc voilà la solution. Et encore une fois, le plastique là-dedans, il n'y est pour rien. Je veux dire, le produit amène dans la phase d'usage tellement de bénéfices, tellement de satisfaction aux clients que ce serait quand même idiot de le supprimer parce qu'en fin de vie, malheureusement, il n'est pas traité correctement. On entend les mêmes arguments de la bouche des marchands d'armes. Les pistolets ne tuent pas les gens, ce sont les gens qui tuent les gens. C'est la même chose avec l'industrie plastique. Les plastiques ne sont pas le problème, ce sont les gens le problème. Mais il est impossible d'éduquer chaque personne sur la planète à se débarrasser du plastique correctement. C'est de la responsabilité de l'industrie et des fabricants de concevoir des produits qui, si les gens les jettent dans la rue, si un sac plastique tombe d'un camion poubelle, n'auront plus d'impact. Peut-on se passer du plastique? Non, pour l'instant. Mais en Europe, une poignée de communes essaie, en partie au moins. Située en bord de mer, l'agglomération de Lorient a été très tôt confrontée au problème de la pollution plastique de son littoral et de l'océan. Il y a 10 ans, elle a franchi le pas. Vous avez du pain, des légumes, il y a un petit peu de tout, des fruits. Voilà, mais il y a beaucoup de pain. Beaucoup de pain et de légumes. Alors en ce moment, il fait très beau, donc on a aussi beaucoup de gazon. Et un petit peu de taille de haie, des fleurs fanées, tout ce que les gens ont chez eux, quoi, en fait, et qui est biodégradable. Ces sacs représentent aujourd'hui l'une des seules alternatives au plastique. Les déchets organiques sont récoltés chaque semaine dans des sacs eux-mêmes composés d'amidon. Ils ne sont pas triés, ils se décomposent en même temps que les aliments. Les sacs biodégradables vont être mélangés avec les biodéchets pour être dégradés en 3 à 4 semaines totalement. Ils ont l'amidon de maïs ou de pommes de terre dont ils sont constitués à 100% va finalement réagir comme n'importe quelle matière organique et les biodéchets présents, l'épluchure de pommes de terre, elle va se dégrader de la même façon. Ce compost est ensuite utilisé par les agriculteurs de la région. 2 millions de sacs bio retournent ainsi à la terre chaque année. Autant de plastique qui n'ont pas atterri sur la voie publique ni dans l'océan.
On a réussi à atteindre Hawaï et on a attiré l'attention sur le problème des débris marins en plastique. Lycéens et étudiants assistent par centaines aux conférences de Marcus et Anna, tout le long de leur périple à vélo du Canada au Mexique. Bien sûr, vous pouvez penser, les animaux qui mangent le plastique, ils l'avalent, et alors? Après, ils le rejettent. Où est le problème? Le problème, c'est que ces petites particules de plastique restent dans leur estomac pendant longtemps. Et ces particules, elles ne sont pas bénignes. Elles ne restent pas simplement là à ne rien faire. Et Marcus de soulever encore une nouvelle question. L'industrie ajoute des millions de tonnes de produits chimiques au plastique. Des produits qui ne seraient pas sans conséquences. Ces escargots d'eau douce sont sensibles aux moindres variations de leur milieu. Ils servent de sentinelles. Un jour, l'Agence fédérale allemande de l'environnement demande à Jörg Ullmann d'étudier sur ces gastéropodes une substance chimique dont les effets sont encore méconnus, le bisphénol A. Étonné, Jörg s'exécute. C'était un phénomène complètement nouveau pour nous. Nous avions déjà analysé des milliers d'escargots auparavant et nous n'avions jamais rien trouvé de comparable. Alors on a recommencé l'expérience une fois, 2 fois et même 3 fois. Georg découvre que 10% des femelles présentent des déformations sexuelles importantes et leur production d'œufs est 4 fois supérieure à la normale. Il les surnomme alors les superfemelles. Cet utérus avec les 2 glandes est beaucoup plus large chez une superfemelle comparé à une femelle normale. Sur ce spécimen particulier, on remarque un grand déchirement de la trompe. Vous devez essayer d'imaginer la force de cette masse d'œufs qui a causé le déchirement. C'est vraiment comme l'éruption d'un volcan. Jörg cherche alors d'où vient ce bisphénol A. Il trouve la réponse. De nos plastiques. Ce produit est ajouté aux biberons, aux bouteilles, aux récipients. Il rend le plastique transparent, léger et plus résistant. Mais il arrive qu'il s'échappe. J'ai été sous le choc, parce que vous devez bien vous rendre compte que les concentrations utilisées pour le test sont celles que l'on trouve dans toutes les autres surfaces. C'est dur d'imaginer, je l'admets, qu'à des concentrations si faibles, de telles conséquences apparaissent, telle la mort des femelles. Les plastiques dans les océans. Les scientifiques le découvrent à peine. Ils libèrent dans l'environnement des substances chimiques qui ne sont pas neutres, mais dont les effets sont encore méconnus. Quelle quantité fuit une fois les objets dans l'eau? Comment ces polluants s'accumulent-ils dans la chaîne alimentaire? Les animaux marins sont-ils touchés? À quel point? Denis? Oui. À 3 heures. C'est ce que l'équipage du WWF tente de découvrir sur le rorqual commun de Méditerranée. La 2e plus grande baleine au monde. On a vu 45,07. Carrément, elle est partie, elle a changé 90 degrés alors. Pour savoir si ces animaux sont contaminés, les scientifiques ont besoin d'étudier des échantillons de graisse. Biopsie réussie. Les résultats des biopsies sont depuis tombés. Comme pour les ours polaires, comme pour les baleines de l'Atlantique, la graisse de ces rorquals contient des retardateurs de flamme, un autre additif chimique au plastique. Ah, yes. Génétique. Ouais. Personne ne connaît aujourd'hui les conséquences sur l'espèce. Nice. Bon échantillon. On est quand même au milieu de la mer, à des dizaines de kilomètres du continent, et qu'on se retrouve avec des composés, des polluants qui n'ont rien à faire là.
et qui ont été produits à des centaines de kilomètres et qui par ruissellement se retrouvent là. Donc ce qui est complètement inquiétant, c'est qu'on se rend compte qu'on a contaminé l'ensemble de la planète dans ces endroits les plus sauvages et les plus reculés. Choqué par ses propres découvertes, Jörg s'est alors demandé si l'homme était aussi concerné, si ces produits chimiques contaminaient les aliments emballés dans du plastique, ceux que nous consommons tous les jours. Il a placé de nouveaux escargots dans des bouteilles d'eau pendant plusieurs semaines. Les escargots que nous avons placés dans des bouteilles en plastique ont produit beaucoup plus d'embryons que ceux qui étaient dans des bouteilles en verre. Il y a des composants dans le plastique des bouteilles qui migrent dans l'eau de culture des escargots, mais on ne sait pas de quels composants il s'agit. Nous ne les avons pas encore identifiés, mais ils ont clairement des effets oestrogéniques. Quand nous voulons mettre une substance ou un matériau sur le marché, nous faisons les études scientifiques pour pouvoir démontrer son innocuité. Nous les donnons à ces organismes scientifiques et publics qui doivent décider si oui ou non nous avons le droit de commercialiser. Et tous les produits que nous commercialisons sont validés en permanence par ces autorités publiques. À quel point l'homme est-il touché par ces produits? Nicolas et Aurore, un couple qui utilise le plastique comme tout le monde, a accepté que l'on analyse leur sang. L'homme est aujourd'hui en contact permanent avec ces perturbateurs hormonaux. Si de nombreux tests ont déjà été effectués sur les animaux, les études sur la santé humaine n'en sont qu'à leur balbutiement. Shanna Swan est épidémiologiste. En 2005, elle se lance dans l'étude des phtalates, un troisième additif chimique au plastique. Elle sélectionne des femmes avec un taux de phtalates élevé dans l'urine et observe leurs effets sur les nourrissons mâles. Ces phtalates, surtout les plus inquiétants, sont ce qu'on appelle anti-androgènes. Ils font baisser le niveau de testostérone. Ils le font aussi sur des adultes, mais c'est plus important quand cela arrive dans le ventre de la mère parce que les changements qui interviennent à ce moment-là durent la vie entière. Alors, parce qu'ils sont anti-androgènes et qu'ils font baisser le niveau de testostérone à un moment critique, ces phtalates altèrent le chemin de développement des organes génitaux masculins. Normalement, les organes naissent tous féminins, par défaut si vous voulez. Puis, ils sont masculinisés sous l'influence de la testostérone. Certains phtalates gênent ce processus. Les phtalates. Ils sont utilisés dans les emballages alimentaires ou le matériel médical pour assouplir le plastique. Mais chez les rongeurs, ils féminisent l'espèce. Les testicules disparaissent, les pénis raccourcissent. La distance entre les organes génitaux et l'anus, 2 fois plus importante chez les mâles, rétrécit pour se rapprocher d'une distance féminine. Shanna a l'idée et l'audace de pratiquer les mêmes mesures sur les bébés, et elle obtient les mêmes résultats. Quand les quantités de DEHP, considérées comme le phtalate le plus toxique, sont importantes dans l'urine des mères, alors les garçons ont plus de risques d'avoir des testicules qui ne descendent pas dans le scrotum et ont tendance à avoir un pénis plus petit. Même si je suis éco-toxicologue et donc pas spécialiste de la toxicologie humaine, je ne m'attends pas à découvrir de problèmes particuliers chez les adultes. Si des adultes boivent de l'eau en bouteille, il n'y a absolument aucun danger. Mais je ne suis pas aussi catégorique pour les femmes enceintes ou les très jeunes enfants. À ces moments très sensibles du cycle de la vie, il faut absolument éviter le contact avec tout produit chimique oestrogénique.
Les produits plastiques contiennent des substances qui peuvent éventuellement migrer, mais dans des quantités infinitésimales, des quantités qui sont inférieures, très nettement inférieures aux normes. Alors certains scientifiques utilisent des processus opératoires qui ne sont pas justifiés et qui donnent des émotions qui sont reprises malheureusement par des médias et qui font une peur infondée dans la population. Mais bon, on est en démocratie, chacun peut s'exprimer. Des scientifiques qui répandent la peur ou qui posent de nouvelles questions. Nicolas et Aurore écoutent les résultats de leur prise de sang pour le bisphénol A, l'un de ces composants chimiques du plastique. Globalement, ces deux personnes sont comme vous et moi en fait. Ils ont un bruit de fond. Le bruit de fond, ça veut dire qu'on en a tous de ce bisphénol A. On en a tous, alors que c'est un produit qui n'existait pas, on est bien d'accord. Nos grands-parents n'en avaient pas. Hein. C'est un produit chimique. Et ce produit chimique qui a été créé par l'industrie, nous en sommes tous imprégnés. Aucune étude épidémiologique de ce type n'a encore été réalisée en France. Mais toutes les personnes testées aux États-Unis ont du bisphénol A et des phtalates dans leur corps. Malgré la pollution du milieu marin, des animaux, malgré la contamination de notre propre corps, l'homme n'a pas encore décidé de se passer du plastique. Au contraire, la croissance augmente de 10% par an. Le plastique, indispensable allié de notre quotidien. Nous l'imaginions inerte. Nous en avons déversé au moins 100 millions de tonnes dans les océans en un siècle. L'effet boomerang est en marche. Mais on ne peut pas changer les esprits des gens en fait, on peut rien faire à cause de ça. Il faudrait peut-être leur dire, un peu exagérer en disant que la Terre elle va exploser à cause des déchets. Salut, je suis le monstre du sac plastique. Ça fait un bail que je suis dans le coin. Je travaille dur pour polluer les océans, mais grâce à vous, ils sont dégoûtants. Je pense que surtout, il ne faut rien changer. Continuez à bien m'utiliser. using it